Aujourd'hui, c'est notre 12e et dernière clé. Et avec cette dernière clé, nous allons ouvrir une porte derrière laquelle se déroulent bien des débats idéologiques. Et en ce qui nous concerne, Jean Tabliski, je pense que nous allons essayer précisément d'éviter le discours idéologique pour tenter de voir ce que les informations que nous possédons maintenant peuvent nous donner à comprendre de ce fameux rapport entre l'inné et l'acquis. Mais je crois que pour commencer, et peut-être pour éviter de tomber dans le discours idéologique, il serait intéressant, et également pour mieux comprendre, il serait intéressant que nous commencions par donner quelques définitions. Oui, bien volontiers. Je crois que la première définition, c'est celle qui concerne ce qu'on appelle le génotype et celle qui concerne le phénotype. C'est assez simple finalement. Le génotype, c'est l'ensemble des gènes d'un individu. Le phénotype, c'est l'ensemble des caractères que présentent ces individus. Et il n'y a jamais un rapport direct entre le génotype et le phénotype, ne serait-ce que du fait qu'un individu se développe à partir d'une seule cellule d'un œuf. Je voudrais aussi rappeler qu'un gène, c'est essentiellement une séquence de DNA qui spécifie la synthèse d'une protéine. Que lorsque ce gène est muté, la protéine est différente et qu'il s'ensuit un certain nombre de réactions. Les répercussions se signalent au niveau du phénotype, par exemple, des caractères morphologiques, c'est ce que l'on voit, la couleur d'une fleur, la forme d'un fruit, l'aspect d'un individu, la couleur de ses cheveux, de ses yeux, la forme du nez, du visage, etc. Et je voudrais montrer à l'aide d'un exemple la complexité des phénomènes qui sont mis en jeu. Cet exemple est le suivant. Il s'agit d'une maladie héréditaire qui s'appelle le gargoylisme. Gargoylisme parce que les enfants qui en sont atteints ont un faciès, un visage de gargouille. Ils sont profondément déformés. Ce sont des enfants dont le retard mental est grand et qui, en général, meurent au moment de la puberté, de défaillance cardiaque ou d'infection. Ceci vient de ce que certains constituants qui sont nécessaires à la formation des fils, des tendons, des ligaments, ne sont pas produits. Et ils ne sont pas produits parce que la chaîne de biosynthèse qui aboutit à la formation de ces substances est interrompue. Alors on connaît plusieurs formes de ce type de maladie, qu'il est souvent difficile de distinguer les unes des autres, et qui sont le fait chacune de la mutation de gènes différents. Il s'agit d'une maladie récessive, c'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait l'allèle muté en double dose pour que le caractère soit réalisé. Si c'est un des gènes en question qui est muté en double dose, c'est l'une des réactions de la chaîne de synthèse de ces substances qui va s'arrêter, d'où les symptômes de la maladie. Si c'est un autre gène dont le produit intervient dans une autre réaction de la même chaîne, on aura le même résultat, la substance ne sera pas formée. D'où la notion importante selon laquelle on y a déjà fait allusion, un gène a toujours plusieurs effets, puisque on le voit au niveau du phénotype de ces enfants. Et deuxième point, plusieurs gènes interviennent toujours dans la réalisation d'un caractère morphologique. Et en ce qui concerne précisément cette maladie dont vous parlez, qui est qualifiée d'héréditaire, est-ce qu'il n'y a aucune influence du milieu ? Cette maladie est héréditaire, selon des modes que suivent les allèles de ce type. En ce qui concerne une influence éventuelle du milieu, à ma connaissance, on ne connaît pas. En revanche, je vous rappelle que dans d'autres cas de maladies dont il a été question il y a quelque temps, l'axérodermie pigmentaire, la phénylcétonurie, on peut pallier les effets de la maladie en changeant le régime alimentaire dans un cas ou en évitant le rayonnement solaire dans l'autre. Mais ce que je voudrais dire ici, c'est que pour un généticien, finalement, rien n'est jamais ni tout blanc ni tout noir, et que tout est un peu gris, et que dans la réalisation de n'importe quel type de caractère interviennent toujours à plus ou moins haute dose, avec une plus ou moins grande importance, le génotype et le milieu dans la réalisation de tout caractère. Ce qui veut dire qu'il est aussi absurde de dire que tout est génétique, qu'il est absurde de dire que tout revient au milieu. Là,
on fait très essentiellement appel à des caractères qui sont gouvernés par un seul gène. C'est d'ailleurs le cas le plus général. Mais est-ce qu'il n'y a pas d'autres caractères et, je ne sais pas moi, d'autres caractères quantitatifs, peut-être plus complexes, comme ceux qui vont déterminer la taille ou le poids d'un individu? Certainement. Et là, nous avons affaire à des caractères qui sont effectivement d'ordre quantitatif et non plus qualitatif, comme ceux qu'on vient d'examiner, et dans la réalisation desquels interviennent à la fois de très nombreux gènes et des facteurs du milieu. Je voudrais faire quelques remarques. Si vous voulez avoir un beau lapin, il faut qu'il soit bien nourri. Sinon, il sera maigre et chétif. Mais ce sera toujours un lapin. Si c'est un lapin blanc, ce sera un lapin blanc, maigre et chétif. Si c'est un lapin noir, ce sera un lapin noir, maigre et chétif. Un hortensia peut être rose ou bleu selon les conditions de terrain dans lesquelles il se trouve. Si vous le passez d'un terrain à un autre, il sera rose, puis bleu, puis rose si vous revenez au même terrain. Il restera hortensia. Enfin, troisième exemple, les fleurs des Alpes sont caractérisées par leur petite taille et par la vivacité de leur couleur. Si vous les transplantez en plaine, elles seront plus grandes et elles auront des couleurs moins vives. Mais c'est la même plante. Il n'y a pas de changement. Autrement dit, le milieu ne modifie pas le programme, il modifie certaines de ses manifestations. La deuxième remarque est la suivante. Il existe des variétés de lapins dont la constitution génétique fait que les individus qui appartiennent à ces variétés sont nettement plus gros que les autres. C'est intéressant d'ailleurs pour le consommateur, à condition encore une fois qu'ils soient correctement nourris. Dans le cas de ces caractères quantitatifs que sont la taille, le poids, etc., où génotype et milieu ont chacun une influence, c'est l'analyse statistique finalement qui permet de savoir ce qui revient au génotype et ce qui revient au phénotype. Et l'analyse statistique est possible et donne des résultats intéressants dans ce cas parce qu'on peut étudier des variétés qui ont en gros le même patrimoine génétique. Oui, mais ce n'est pas toujours le cas de posséder justement des variétés qui possèdent sensiblement le même patrimoine génétique. Alors à partir de ce moment-là, comment est-ce qu'on peut se repérer? C'est difficile. Ça veut dire qu'il y a un certain nombre de problèmes qui échappent, pour l'instant tout au moins, à une analyse sérieuse, aussi bien génétique que statistique. Je voudrais prendre un exemple qui concerne la durée de vie moyenne des individus qui appartiennent à une espèce donnée. Cette durée de vie moyenne, finalement, elle dépend du patrimoine génétique de l'espèce. On pourrait dire que la durée de vie est programmée, la mort est programmée, mais ceci pour l'ensemble de la population, avec naturellement des variations d'un individu à l'autre, et naturellement aussi s'il n'y a pas d'accident de parcours ou de maladie. Non seulement la mort des individus est programmée, mais au cours du développement, par exemple, la mort de certaines cellules dont l'élimination est nécessaire à la formation de l'organisme est également programmée. Alors qu'est-ce qui est programmé? Ce qui est programmé, c'est la possibilité de survie maximale dans des conditions données, et c'est ainsi que l'espérance de vie humaine a très fortement augmenté ces dernières années dans les pays industrialisés. Ce qui montre que finalement, ce sont les conditions de milieu, au sens très large du terme, qui sont très importantes dans ce domaine. Cependant, il n'est pas donné à tout le monde de vivre longtemps et en bonne santé. Il existe de ce point de vue aussi une très grande variabilité. Et dans notre pays, par exemple, il semble bien que les personnes qui appartiennent à des couches socio-professionnelles défavorisées meurent en moyenne plutôt que les autres, ce qui, à mon avis, est proprement scandaleux. Alors, nous ne savons pas à l'heure actuelle si c'est le génome ou le milieu qui est en cause. Pour moi, l'hypothèse la plus vraisemblable, c'est que c'est le milieu, les conditions de vie. Sinon, on comprendrait mal que cette espérance de vie moyenne est augmentée de façon si spectaculaire, finalement, en l'espace d'une génération ou deux. Alors, si nous ne pouvons pas savoir, dans ce cas, quelles sont les parts respectives du milieu et du génotype, c'est que l'espèce humaine est composée d'individus dont aucun n'a le même assortiment d'allèles que les autres. Et cette hétérogénéité génétique,
qui est finalement le capital le plus précieux de l'espèce humaine, le fait que les mariages s'y font au hasard, etc., fait que nous ne disposons pas d'instruments, de mesures fiables et que nous ne pouvons pas répondre à la question. J'ajoute que l'on peut modifier les conditions de milieu et pas le génotype, et que l'hypothèse formulée selon laquelle ce sont les conditions de milieu qui sont importantes a au moins une conséquence, c'est qu'elle conduit à améliorer ces conditions de milieu pour le plus grand nombre, ce qui ne peut faire de mal à personne. Si on prend d'autres caractères qui sont, je dirais, moins facilement cernables encore, je pense par exemple à l'éventuelle hérédité du don ou de l'intelligence, du don à la musique. Comment est-ce que la biologie sérieuse peut se situer par rapport à ça, à ces transmissions-là? Eh bien, elle se situe en spectateur amusé, je veux dire. Si on prend l'exemple du don musical, encore faudrait-il définir ce qu'est un don, et ce qu'est un grand musicien par rapport à un autre, ça dépend des époques. On prend souvent l'exemple de la famille de Jean-Sébastien Bach. C'est vrai qu'il a eu 20 enfants, dont certains se sont signalés comme étant des musiciens de valeur et reconnus. Je crois que ce n'est pas parce que plusieurs personnes disent la même chose que cette chose est forcément vraie. Qu'aurait-il fallu faire dans ce cas? Eh bien, il a fallu que, pour avoir des groupes assez raisonnables et opérer d'une façon rationnelle, il a fallu que 7 de ces enfants de Jean-Sébastien Bach soient adoptés dès leur naissance par des familles non musiciennes, que 7 autres lui restent, et que les 7 derniers soient adoptés dès leur naissance aussi par des familles musiciennes, sans que personne ne sache qui adoptait qui. Il faut procéder en double aveugle. Ce n'est qu'à cette condition que d'éventuelles variations entre les groupes expérimentaux et le groupe témoin se manifestant, on pourrait dire qu'il y a ou non quelque chose qui est dans le programme génétique et qui intervient dans la réalisation des dons musicaux. On pourrait dire qu'il y a présomption, parce qu'en fait, il faudrait sans doute un plus grand nombre d'expériences pour pouvoir attester d'une façon plus sérieuse de la part de l'un ou de l'autre. Il faudrait déjà que l'expérience ait été faite. C'est vrai. Mais alors, comment peut-on s'y prendre pour en avoir une idée? C'est-à-dire, en d'autres termes, qu'est-ce qui peut permettre de montrer, d'une part, la potentialité du programme génétique et d'autre part, le caractère indispensable de l'intervention du milieu et que par cette espèce d'interaction, l'individu se constitue tel qu'il est. En d'autres termes, dans la relation innée-acquis, il y a l'établissement des limites même du programme génétique en même temps que de ses potentialités. Oui, mais alors je crois que nous ne devons pas nous attarder sur le problème des dons musicaux, puisqu'on ne peut pas aller beaucoup plus loin. Mais avant de répondre d'une façon plus précise à votre question, je voudrais faire une remarque. Le petit vertébré, quand il naît, n'est pas encore terminé. Ce n'est pas un produit fini. Surtout pour ce qui concerne les connexions qui doivent s'établir entre les cellules nerveuses qui sont en rapport avec les fonctions de relation. C'est-à-dire le câblage, les rapports entre ces cellules vont s'installer, le câblage va s'installer, va se faire après la naissance. Autrement dit, le programme génétique est responsable du développement embryonnaire du système nerveux, de la mise en place des neurones, de l'établissement de certaines connexions, celles qui sont en particulier nécessaires aux fonctions de la vie végétative, mais pas de toutes les connexions. Et c'est sous l'influence du milieu que d'autres connexions vont s'établir, qui, elles, seront en rapport avec la vie de relation. Alors, il y a plusieurs exemples. L'un d'entre eux est fourni par la vision. Si l'on maintient fermé, c'est un exemple, l'œil gauche d'un chaton nouveau-né jusqu'à l'âge de 3 mois, on constate que près de 90% des cellules du cerveau qui sont en rapport avec la vision ne sont utilisées que par l'œil droit. Les connexions concernant l'œil gauche ne se sont pas formées ou sont inefficaces et cette situation est irréversible. Ce qui signifie que le génome est à l'origine de la formation d'un système fonctionnel, mais que ce système fonctionnel ne fonctionnera que si les signaux qui ont servi à le sélectionner au cours de l'évolution sont fournis à un stade critique du développement. Sinon, c'est une autre solution
qui sera adopté, qui sera plus ou moins adapté à la nouvelle situation. Il y a par conséquent un certain degré de souplesse, et heureusement d'ailleurs, de plasticité dans le système de câblage, et c'est cette plasticité qui permet de mettre en place un circuit fonctionnel en réponse à des conditions normales de développement. Par exemple, nous avons de bonnes raisons de penser que le langage, cet instrument qui est unique de l'esprit humain, partage avec le système visuel et d'autres probablement cette dualité. Capacité grammaticale génétiquement programmée et contenu linguistique du milieu, les deux devant interréagir et devant interréagir à des stades définis du développement. Un dernier exemple qui montre bien très clairement ces relations entre génome et milieu, entre génotype et phénotype, dans la réalisation d'un phénotype, excusez-moi, c'est celui qui est connu sous le terme d'empreinte. Ça se manifeste de la façon suivante. Un poussin nouveau-né apprend à suivre n'importe quel animal au contact duquel il se trouve à un stade critique de son développement. Alors, il peut suivre la mère poule, c'est sa destinée habituelle, mais il peut suivre un autre oiseau s'il est mis au contact de cet oiseau, ou il peut même suivre un expérimentateur. Et une fois qu'il a commencé à le suivre, cet expérimentateur, il continuera à le faire. Ce qui veut dire que les jeunes lui disent « suis », mais c'est le milieu qui lui dit qui suivra. D'où on le conçoit fort bien l'importance primordiale de l'éducation, au sens très large du terme, et ceci dès les premiers jours de la naissance, des rapports qui s'établissent entre parents et enfants pour le développement harmonieux de ce dernier. Qu'est-ce que fait le programme génétique? Il fournit les possibilités, les potentialités, et c'est le milieu qui permet à ces potentialités d'être réalisées. Et particulièrement dans notre espèce, dans laquelle les parents ne font pas qu'engendrer les enfants en participant aux jeux biologiques, au processus biologique qui assure la perpétuation des espèces, mais qui participent, et pas seulement eux d'ailleurs, à la transmission d'un message culturel. Il y a un aspect auquel je pense maintenant, c'est notamment lié entre autres à ce fameux rapport de l'inné et de l'acquis, c'est la responsabilité que certains parents peuvent envisager relativement à leurs enfants, dans la difficulté qu'ils sont d'apprécier ce qui relève justement de l'inné, c'est-à-dire du programme génétique et de ce qui relève de l'apprentissage, donc de la nature de leur intervention. Et même peut-être certains individus se sentent plus ou moins responsables d'être porteurs de tel ou tel programme génétique. Je pense à certaines malformations héréditaires ou certaines anomalies de cette nature. Oui, tout à fait d'accord. Et dans ce cas, il est clair qu'il faut plaider non coupable. On a vu clairement que ces anomalies héréditaires, qu'il s'agisse d'accidents au cours de la méiose ou qu'il s'agisse de mutations, sont des accidents qui surviennent au programme génétique et que par conséquent personne ne peut se sentir responsable de porter dans son patrimoine génétique quelque chose pour laquelle il ne peut rien. Autrement dit, je crois qu'il y a un point important, les parents ne doivent pas se sentir coupables, ni l'un ni l'autre, ni faire de reproches, ça vient de ta mère ou ça vient de ton père, ni se faire de reproches de ce type. Ils ne doivent pas se sentir coupables lorsque, par malheur, par malchance, ils ont un enfant qui est porteur d'une telle maladie héréditaire. Je crois qu'on pourrait d'ailleurs aller un peu plus loin dans ce sens. Est-ce que je suis moi-même responsable de la forme de mon nez, de la forme de mes yeux, du fait que je sois myope ou que j'ai les cheveux de telle ou telle teinte? De ce point de vue, je ne m'en estime pas responsable. Et mes parents ne l'étaient pas non plus. Et mes enfants ne sont pas responsables des caractères qu'en tant que système biologique, j'ai pu contribuer à leur transmettre. Là où se situe ma responsabilité, c'est, et encore, il faudrait en discuter avec un psychanalyste, là où se situe ma responsabilité, peut-être, c'est au niveau d'éducation qui a été fournie à mes enfants. Alors en conclusion, car nous sommes à la fin de notre 12e clé, nous allons refermer notre dernière porte. En conclusion, je voudrais dire 3 choses qui ont déjà été dites, mais sur lesquelles je crois il convient d'insister. La première chose, c'est que chacun de nous est unique. Et il est unique à la fois du fait de son génotype,
et du fait du milieu socioculturel qu'il a connu et qu'il connaît. Alors qu'est-ce que ça veut dire que chacun est unique? Dire que chacun est unique, ça veut dire que nous sommes tous différents. Mais tous différents, ça ne veut pas dire que certains sont inférieurs ou supérieurs. Tous différents, ni inférieurs, ni supérieurs. Cette différence, il faut la respecter. Deuxième point. Les différences qui sont les plus visibles, ce sont les différences morphologiques. Celles qui apparaissent directement, la couleur de la peau, des cheveux, la forme des oreilles, la forme du nez, etc. Ces différences, finalement, ne concernent qu'un petit nombre de gènes parmi tous ceux qui sont fonctionnels et qu'on connaît fonctionner. En fait, nous savons maintenant que du point de vue génétique, il y a moins de différences entre un noir et un blanc qu'entre deux noirs ou qu'entre deux blancs. La troisième conclusion, c'est que l'homme est comme les autres êtres vivants, un produit de l'évolution, c'est un beau produit de l'évolution, mais chacun des êtres vivants que nous connaissons est aussi un beau produit de l'évolution, mais il est probablement le seul à être conscient d'être un produit de l'évolution, il est probablement le seul à pouvoir interroger le monde dans lequel il vit, à pouvoir le comprendre, à en démonter les mécanismes et à le maîtriser.